la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes, ravis de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. C'est beaucoup d'instabilité climatique ces derniers temps, vous l'avez remarqué, mais les nuits restent très froides et probablement on aura encore des risques d'averses cette nuit dans des zones spécifiques et la fraîcheur va se répandre sur l'ensemble du territoire national. Le thermomètre affiche une valeur de 14 degrés dans la région du nord-ouest et là c'est la température minimale. Attention, restez bien au chaud tout au long de la nuit et même demain matin. Jetons un coup d'œil dans la région de l'Est où les villes seront arrosées légèrement par de fines pluies à Bertois, à Bomban, Yokadouma, mais un temps plutôt calme qui s'annonce à Yokadouma. Par contre, le temps sera très sec ici dans la région de l'extrême nord. Toutes les villes seront à l'abri des pluies et on aura une belle couverture nuageuse dans certaines villes. Terminons donc avec la région de l'Ouest où le temps promet d'être calme, exception faite à la ville de Fumban qui accueillera quelques averses dans la nuit mais qui vont s'estomper demain matin. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous les mains régulièrement, toussez dans votre coude et en cas de symptômes, appelez le 1510. Bonne soirée. C'était la météo avec C3A Productions, spécialiste en production audiovisuelle avec les nouveaux visages de la télémobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un nouveau programme économique et budgétaire 2021-2023 en gestation au Cameroun. Le gouvernement et le Parlement examinent le document à la deuxième session du débat d'orientation budgétaire en cours à l'Assemblée nationale. Intérêt des échanges en tête de ce journal. Un nouveau président attendu dans moins de 2 mois maintenant à la Chambre de commerce. Ce sera au terme de l'élection des membres de l'Assemblée générale ce mardi. Nous irons à Douala pour vivre ce jour de scrutin. Un nouveau défi pour Kribi, des inondations qui engloutissent les habitations et les rues suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours. La cité balnéaire qui a véritablement les pieds dans l'eau, c'est à voir dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. C'est le temps du débat d'orientation budgétaire au Parlement. Les députés réunis en plénière ce mardi ont reçu le rapport de la Commission des finances sur le document de programmation économique et budgétaire introduit par le gouvernement. Il s'agit des projections du budget 2021 et du rapport d'exécution de l'exercice en cours. Le dossier défendu par le ministre des Finances peut maintenant s'enrichir des contributions des parlementaires. L'intérêt de ces débats, c'est dans ce reportage de Clarisse Tank. La séance plénière, présidée par le très honorable Kavaï Yegui-Djibril, en présence du ministre chargé des relations avec les assemblées, François Bolvin Wakata, était une belle occasion pour les élus de la 10e législature de contribuer effectivement à la marche du Cameroun vers l'émergence en 2035, en participant en amont à l'élaboration des grandes orientations macroéconomiques. Il s'est donc agi avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, d'un débat sans vote. Les préoccupations de la vingtaine d'élus qui se sont succédé pendant près de 6 heures de temps à la tribune de l'Auguste Chambre, portait sur la prévision de la croissance en relation avec la reprise économique au regard du contexte économique actuel, fait de nombreuses incertitudes. Sur la fiscalité, est-il opportun d'accroître la pression fiscale en lieu et place d'une pause fiscale? Puis sur les recettes, quelles sont les mesures envisagées pour une amélioration de notre capacité d'autofinancement? Et enfin, les députés se sont dit inquiets par rapport au niveau d'endettement
d'endettement du Cameroun. Vous devriez féliciter le gouvernement pour la résilience dont le pays fait montre. Les recettes d'exportation sont faibles. Au lieu donc de dire ne vous endettez plus, travaillons plutôt pour renforcer vos recettes. Qu'en est-il de l'implémentation effective des dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées? La loi y relative n'est pas une loi d'orientation, c'est une loi exécutive, précisera le ministre des Finances. Encore heureux que ce soit le gouvernement qui a introduit cela et vous avez voté. Quand on dit 15%, est-ce que je dois prendre toutes les ressources qui sont dans le budget? Je tiens à dire que parmi ces ressources, il y a les appuis des bailleurs de fonds. Or, vous savez, les appuis des bailleurs de fonds sont fléchés. Une loi a toujours des textes d'application. Et les textes d'application sont là justement pour examiner l'applicabilité des dispositions qui sont dans la loi. Qu'adviendra-t-il des projets inscrits dans le budget d'investissement public et qui devraient être réalisés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Réponse du ministre Motazeux, tous seront réalisés en temps opportun, autant que le permettra l'évolution de la situation sécuritaire, mais tous le seront. Dans la même veine, la région de l'extrême nord n'est pas laissée en marge. Elle bénéficiera d'un plan de relance de résilience. Une réflexion est menée dans ce sens avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L'échange entre le gouvernement et les élus était fructueux. Les députés louent l'initiative du ministre des Finances d'impliquer les parlementaires pour une gestion transparente des finances publiques. Précisons que ce débat d'orientation budgétaire, qui en est à sa deuxième édition, est une émanation des lois de 2018 sur la gouvernance et le code de gestion des finances publiques. Conformément à ces deux textes, le gouvernement sollicite donc ce mardi les observations du Parlement sur le projet de loi de finances 2021 et sur ce document de programmation économique et budgétaire pour la triennale 2021-2023. Cyril Kinga-Mbepe rappelle ici le cadre juridique de ces échanges entre l'exécutif et le législatif. Le gouvernement a adopté le 2 juillet dernier en conseil de cabinet le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme du Cameroun. C'est l'élément essentiel du débat d'orientation budgétaire comme le stipulent les articles 28 et 29 du décret du 31 mai fixant un calendrier budgétaire de l'État. Le document autorise le ministre des Finances, au nom de l'exécutif, à engager le deuxième débat du genre après celui de 2019 avec le Parlement. En ligne de mire des échanges, le suivi des déficits budgétaires d'une part et la création des conditions pour l'adoption de la loi de finances 2021 d'autre part. Au terme de 2 lois promulguées le 11 juillet 2018, la première portant un régime financier de l'État et des autres entités publiques, en ses articles 10 et 11, précise que le 1er juillet au plus tard, le document du gouvernement doit être déposé sur la table des parlementaires. Cette année 2020, crise sanitaire oblige, un léger retard a été constaté. Le deuxième texte porte code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Outre ces 2 lois nationales, le débat d'orientation budgétaire en cours s'adosse à une directive communautaire de décembre 2011 relative au cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la CEMAC. Le document en lecture tient sur 4 chapitres. L'onction des parlementaires acquise, cela devient une plus-value dans la définition du cadrage macroéconomique et budgétaire en République du Cameroun. Envisageons à présent ce qui nous attend en cette année à venir 2021, les 8 priorités retenues par le gouvernement pour le prochain exercice budgétaire vont du renforcement de la riposte contre la pandémie à l'opérationnalisation des grands projets structurants. Voici le regard prospectif de Lucrèce Mbenga sur cette année économique 2021 qui se profile à l'horizon. La boussole qu'est le document de programmation économique et budgétaire mise sur des eaux plus tranquilles pour la période 2021-2023. C'est ainsi par exemple que pour la loi de finances 2021, elle projette des indicateurs plus favorables. Une croissance économique en hausse, 3,2% du PIB contre moins 1,1% en 2020. Une inflation de 3%. Des cours du pétrole légèrement en hausse, 37,9 $ en 2021, soit un peu plus de 2 $ qu'en 2020.
Ces indicateurs sont d'autant plus escomptés que la relance économique est de nouveau envisagée, soutenue certes par les partenaires au développement, mais aussi et surtout par un secteur agricole plus agressif, la reprise des investissements et l'augmentation de l'offre en énergie. Fort de ces prévisions, le gouvernement entend articuler la loi de finances 2021 autour de 8 priorités. La poursuite de la mise en œuvre du plan global de riposte contre le Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales, la finalisation de la mise en œuvre des grands projets de première génération, les barrages de Mainveleux et Lompangar notamment, mais aussi l'implémentation du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions en crise, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour lesquelles 90 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés. Autre priorité, l'accélération du processus de décentralisation, la veille sécuritaire, la CAN et la mise en œuvre des réformes structurelles avec comme point d'ancrage la politique de l'import-substitution salutaire pour la promotion du Made in Cameroun. L'espoir étant bien sûr qu'aucune crise ne vienne à nouveau contrarier ces perspectives heureuses. On croise les doigts, Lucrèce. La CEAC en conclave, les ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale tiennent un conseil extraordinaire depuis ce mardi. Les travaux sont présidés en visioconférence par le ministre d'État gabonais Alain-Claude Bilye-Binzé. À l'ordre du jour, la ratification du traité révisé de la communauté, l'appurement des arriérés de contribution et la sélection de quelques candidats à des postes au sein de la commission. Nous faisons le point de ces travaux avec William Badier. Ouverte à 10h, la 10e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se tient par visioconférence dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Après vérification des connexions et accès à la salle virtuelle des réunions, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Gabon, Alain-Claude Bilye-Binzé, par ailleurs président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CEAC, a procédé à la vérification du quorum et à la présentation des 2 points inscrits à l'ordre du jour. Au sujet de la ratification du traité révisé de l'appurement des arriérés des contributions au financement de la communauté, le Cameroun, représenté ici par le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela, fait figure de bon élève parce qu'il a ratifié ce traité et s'est acquitté de tous les frais exigibles. Au sujet de la présélection des candidatures au poste de la commission, il faut dire que 7 postes sont à pourvoir dans la mise en place du nouvel exécutif. La candidature camerounaise dans ce bureau est relative au poste de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Une candidature jusqu'ici approuvée et soutenue par le Gabon, Sao Tomé et Principe, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Rwanda et la République centrafricaine. Les soutiens du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Burundi, du Congo-Kinshasa restent attendus. Les travaux ouverts ce mardi vont se poursuivre demain mercredi et seront sanctionnés par un communiqué final. À côté de ces dossiers en examen à la CEAC, il faut dire que la priorité dans la sous-région reste bien la relance économique au-delà de la crise sanitaire en cours. Marie-Laurence Sunke projette ici les stratégies possibles pour éviter l'enlisement annoncé en zone CEMAC. Les prévisions préliminaires de la Banque des États de l'Afrique centrale indiquent que les pays de la CEMAC pourraient connaître une récession de 8% du fait de la baisse significative des échanges commerciaux, de l'investissement et des recettes budgétaires. Le curseur dans la lutte contre les incidences du coronavirus est sur l'intensification de l'activité économique. Cette nouvelle phase de la riposte devrait également connaître une approche communautaire, à en croire l'échange au Palais de l'Unité entre le président de la République du Cameroun, Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et l'émissaire du président congolais, Denis Sassou Nguesso, président dédié aux réformes économiques et financières. Les 3 axes principaux qui sortent de l'offre voudraient ici que le plan de relance intègre une intensification de la production locale, faire repartir de manière énergique les unités de production
les unités de transformation, l'industrie, l'économie réelle, mais surtout les services. Le second axe, qui est celui de la consommation, de la demande, devrait amener les pays d'Afrique centrale à ouvrir les marchés. Il faut miser plutôt sur une approche d'intégration économique et commerciale pour que les pays, n'est-ce pas, puissent, à travers leur production, avoir des débouchés. Le troisième axe, c'est dans l'investissement. Et il ne peut en être autrement. Cette stratégie de relance est la rampe de lancement du choc de croissance nécessaire pour maintenir à flot les structures économiques de la sous-région. À Douala, il y avait élection ce mardi à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. La Chambre renouvelait son assemblée générale à travers tous ses démembrements territoriaux attendus au terme de ce processus. Dans environ 45 jours, la nomination d'un nouveau président. Qui donc pour remplacer Christophe Eken? Napoléon Bonaparte Besson raconte pour nous ce jour de scrutin à Douala. Elle a pratiquement un siècle de vie et fait peau neuve tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des 160 membres qui la constituent et issus des 10 régions. Souci d'équilibre régional et de transparence à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Un acte démocratique ininterrompu depuis 2002. L'ouverture sur l'ensemble du territoire national des 150 bureaux de vote ce 7 juillet trace les sillons d'un processus coordonné par la commission électorale de la CECIMA qui procède au recensement des procès-verbaux. 150 au total, puis au décompte des voix dans un délai de 15 jours. Une fois que ces résultats seront proclamés, à partir du moment où le président de la République reçoit les résultats et le rapport, il disposera d'un délai de 30 jours pour nommer parmi les 160 membres élus un qui va présider au destiné de la Chambre de commerce. Retour en interne pour la mise en place des organes spécifiques à cette institution qui se veut le bras séculier de l'État auprès du secteur privé. Nous sommes sentis à l'aise avec le président de la Chambre qui est vraiment d'arrache-pied, ne lésine sur aucun moyen pour nous faire des propositions, pour nous écouter et ensemble on avance. Sous une pluie matinale battante, les électeurs, exclusivement des hommes d'affaires à jouer avec le fisc, ont pris le chemin des urnes. Et dans les rangs, Christophe Eken, candidat à sa propre succession après 3 mandats comme président de la CECIMA, nommé par le chef de l'État. Dans l'autre actualité, le système des marchés publics au Cameroun, toujours en quête de performance. Les acteurs concernés tiennent un atelier de 4 jours depuis ce mardi ici à Yaoundé. Le sujet, la vulgarisation du manuel de procédure de financement basé précisément sur la performance. L'intérêt de ces travaux avec Joël Ligor à Banda. Le projet du nouveau mécanisme de rémunération et de paiement basé sur la performance de certains acteurs du système de passation des marchés publics mis en place au cours de ce séminaire est le résultat d'un partenariat entre le Cameroun et la Banque mondiale. Une grande première dans le cadre de l'évaluation et la mise en paiement des sommes dues à chacune des catégories des acteurs des marchés publics. Ce séminaire se justifie par 2 préoccupations majeures, l'efficacité et l'efficience dans le déroulement du système de passation des marchés publics, mais également la maîtrise de la dépense par rapport à ce qui est servi aux différents acteurs de la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics. Le nouveau mécanisme qui implique plusieurs acteurs pilotes cibles sera mis en application sur la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puisqu'il fera partie des prévisions de leur budget de l'exercice 2021. Ce qui va changer, c'est gagner du temps, mais aussi avoir également un paiement en temps réel et s'assurer que ceux qui ont travaillé ont la juste rémunération. Au sortir de cet atelier qui s'achève le 10 juillet 2020, les participants devraient alors avoir une bonne maîtrise des 2 outils mis en œuvre dans cette réforme pour bien mener leurs activités. Ce séminaire est le premier du genre au Cameroun et en tant que pionnier parmi les pionniers, ces acteurs sont le socle sur lequel repose désormais la réussite de sa première phase avant une évaluation permettant de l'étendre à une échelle plus large et généralisée.
Le Cameroun et la République centrafricaine d'accord pour créer une commission mixte chargée de fluidifier le transit sur le corridor Douala-Bangui. C'est la résolution prise au terme des échanges en ce début de semaine entre les deux ministres camerounais et centrafricains des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé et Arnaud Djoubaï, achevaient ainsi leur évaluation de la situation sur place à Garoua-Boulaye. Étienne Pascal Lazegue était notre envoyé spécial à l'Est Cameroun. La longue file de gros porteurs et de camions immobilisés à la zone frontalière de Garoua-Boulaye est la preuve du gel du transit entre le Cameroun et la RCA. La descente des ministres en charge des transports de ces pays voisins a permis de faire un premier constat sur l'impact du Covid-19 ici. L'autre problème que nous avons rencontré, c'est celui, bien entendu, qui a trait à la pandémie qui nous concerne aujourd'hui, qui a été également responsable d'une absence de productivité et d'efficacité de nos transporteurs. Donc là aussi, nous avons pu nous rendre compte que les deux pays sont en phase pour travailler de concert. À côté de ce contexte lié à la pandémie du coronavirus, les échanges entre transporteurs, conducteurs professionnels et les deux membres du gouvernement, du Cameroun et de la RCA, ont abouti sur la nécessité d'une synergie d'action dans le souci d'assurer la fluidité du transit sur le corridor Douala-Bangui. Compte tenu du fait que nous sommes régis par une convention qui lie le transport entre le Cameroun et la RCA, étant donné qu'il y a un comité mixte entre le Cameroun et la RCA, c'est ce comité qui sera chargé de réexaminer de fond en comble les différentes préoccupations qui n'ont pas obtenu de satisfaction. Long de 1500 km, le corridor Douala-Bangui est l'un des principaux réseaux des échanges économiques et commerciaux de la RCA. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Desservir l'État centrafricain était un parcours de combattant. Nous sommes aujourd'hui largement satisfaits dans la mesure où le ministre centrafricain des Transports nous a confirmé que son homologue de la RCA a été d'accord sur le fait que les tests réalisés au Cameroun sont pris en compte en territoire centrafricain. La rencontre entre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé et Arnaud Djoubaï à Bazéné annonce un boulevard sans embûches des échanges économiques entre le Cameroun et la RCA. Nous allons à présent faire le point de la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus et l'évaluation de la lutte en ces dernières 24 heures. Le point de presse quotidien ce mardi révèle que la fermeture des frontières aura largement contribué à préserver notre pays de la flambée annoncée. Nous allons donc au centre des opérations d'urgence de santé publique pour retrouver là-bas notre correspondant sur place. Évariste Eyenga, vous êtes déjà à ce QG avec votre invité de ce soir. Je vous dis bonsoir. Quelles autres informations ce mardi? Bonsoir Adèle, vous avez fait bien de le mentionner, la fermeture des frontières fait partie des bons points de la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus. Cette fermeture des frontières décidée par le président de la République le 18 mars dernier qui a contribué à empêcher l'afflux massif des cas importés au Cameroun, des cas importés des pays étrangers. C'était tout le sens du point de presse donné ce soir par le docteur Tundimbala. Dans la même veine, l'expert de ce soir va nous amener à découvrir le fonctionnement d'une surveillance frontalière, le cas d'un aéroport. Je reçois donc ce soir le docteur Mignem Fils. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur chef du poste de santé frontalier de l'aéroport international de Simalène. Dites-nous, quel est le mécanisme mis en place pour la surveillance à ce niveau? Donc il faut déjà dire que le ministère de la Santé publique a mis à disposition des équipements et des outils qui permettent au personnel des postes de santé aux frontières de réagir sur deux axes d'intervention. Donc le premier, c'est la détection rapide des cas à travers la prise de température, l'analyse des fiches de santé du voyageur, la réalisation des tests Covid, des tests de diagnostic rapide Covid pour les passagers qui arrivent au Cameroun
sans test Covid valide. Et le deuxième axe, c'est la prévention et le contrôle de l'infection à travers la désinfection des passagers, la décontamination des bagages, des marchandises, des colis fret et bien sûr la décontamination de tout le circuit d'intervention sur lequel nous opérons. Et pour les cas testés positifs nécessitant prise en charge, qu'est-ce que vous en faites? Bon, déjà, il y a deux cas de figure à ce niveau. Il y a le cas testé positif, c'est-à-dire on fait un TDR qui revient positif, on le conduit dans la zone d'isolement, il y a un accompagnement psychologique dont il bénéficie et éventuellement, s'il a un état plus ou moins stable, il y a un suivi médical avant le transfert vers le centre de traitement. Le deuxième cas de figure, c'est ce passager qui arrive avec un test négatif, mais qui présente des signes forts évocateurs du Covid. Alors lui, il est mis en quarantaine. Un test PCR est réalisé et c'est à l'issue des résultats du test qu'il y aura une suite de la prise en charge. Dis docteur, juste pour terminer, vous qui vivez au quotidien ces débarquements et ces embarquements, si l'on devait envisager une réouverture des frontières, notamment des aéroports ou du trafic aérien, est-ce que vous avez des propositions ou des solutions à suggérer pour un renforcement de l'efficacité de cette surveillance? Oui, déjà, il faut dire que la gestion de la pandémie au courant de ces 4 derniers mois a permis les postes de santé aux frontières de monter en puissance en matière de surveillance. Toutefois, il y a des axes à améliorer, notamment la coordination, la communication entre les différentes parties prenantes au sein des plateformes et bien sûr le renforcement du dispositif de surveillance et de prise en charge au regard du fait que la réouverture des frontières va drainer un flux important de personnes. Et c'est pour moi ici l'occasion de saluer l'appui indéfectible de tous nos partenaires sur les différentes plateformes, à savoir ADC, la police, la gendarmerie, le transport et puis bien sûr l'unité de sécurité opérationnelle dans les aéroports. Merci, on comprend qu'il y a eu une combinaison de beaucoup d'administrations. Là, il s'agissait, Adèle, du cas typique des aéroports, mais cette riposte fonctionne aussi bien pour le cas des frontières maritimes et des frontières terrestres. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci à votre expert et le 20h30, joint sa voix à vous là-bas au QG de Messa pour saluer la clairvoyance de ces options du Cameroun en combat contre le Covid-19, des options qui à ce jour sauvent le pays de l'hécatombe annoncée. Et vous le disiez, dans ce secteur des transports, il y a également des transports ferroviaires. Allons donc voir le quotidien des voyageurs par train sur la ligne Yaoundé-Ngaoundéré. C'est là un train très sollicité par les populations du septentrion, même si la régularité n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que le train siffle toujours à l'heure à Ngaoundéré? Question à Rigobert Chimisso. Gare ferroviaire de Ngaoundéré, lieu par excellence d'embarquement et de débarquement de passagers du train couchette tous les jours. Ceux-ci se sentent plutôt à l'aise quant aux conditions du voyage, quelle que soit leur destination. Moi, je préfère le train parce que d'abord, c'est toute la nuit. Et puis, le matin, tu te retrouves à destination. Bon, c'est d'abord ça la première raison. Et puis bon, je trouve ça classe. Moi, je n'ai pas de problème avec le train. Je suis vraiment à l'aise. Actuellement, je pars à Tibati. Voyager en train pour moi, pour aujourd'hui d'abord particulièrement, a été satisfaisant parce que j'ai pu avoir une place assise, bien assise, bien que j'ai pris le train dans une gare intermédiaire. J'étais bien assise. Et le train arrivait un peu plus à l'heure, bien à l'heure par rapport à ce que j'avais à faire en Ngaoundéré. Donc j'ai bien voyagé et si c'est comme ça que ça continue, ça sera encourageant. Il n'y a même pas de problème sur le train. J'ai monté le train doucement, je descends doucement, je n'ai même pas le problème. C'est pour cela que j'ai venu aller partir avec le train. Un projet de chemin de fer reliant le Cameroun et le Tchad à partir de Ngaoundéré est envisagé. Ça sera une occasion qui va faciliter aussi le déplacement des personnes. Parfois, le train est aussi bien parce que il peut porter
transporter facilement les marchandises pour les commerçants et tout le monde. Ça sera une bonne chose pour le développement aussi de notre pays. Une plus-value pour la sous-région CEMAC. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La suite du journal est la problématique de la préparation des examens 2020 en pleine pandémie du Covid-19. Au cœur du feuilleton de la semaine, difficile de travailler en groupe à cause de la nécessaire distanciation physique. Peut-être faut-il alors se tourner vers des répétiteurs privés, mais là encore, rien n'est acquis, comme le confirme cette enquête de Laurence Ocalia. Voici une école et voici son proviseur. Ses bureaux sont installés juste à côté de la salle de classe pour avoir un regard vigilant sur les enseignements dispensés à ses élèves. Cet exercice est le résultat d'un constat fait il y a quelques mois dans sa petite école. J'avais changé de répétiteur parce que la femme ne mettait pas assez de temps avec l'enfant. Elle arrivait tard et elle rentrait très vite. Le niveau de l'enfant ne s'améliorait pas. Des cas pareils, il en existe pas mal dans le milieu des cours de répétition. Pourtant, leur cahier de charge est bien défini. Le répétiteur a pour rôle, n'est-ce pas, d'aider l'enfant à mieux appréhender ce qu'il n'a pas pu maîtriser pendant le cours. Le premier inspecteur d'un répétiteur, c'est d'abord l'enfant. C'est l'enfant qui décèle que cet enseignant ne fait pas son bon travail. Et ceci a l'appui de son parent. Donc les brebis galeuses sont vite rejetées. Christelle a eu le malheur de se frotter à une brebis galeuse il y a quelque temps. C'est pourquoi elle a opté pour des cours de soutien au sein de son établissement scolaire. Il vient là, on ne travaille pas, il fait des choses un peu étranges. Après, il s'en va à la fin du mois, il demande des revenus et moi, mon niveau n'évolue pas. Néanmoins, faire appel à un répétiteur est un réel soutien pour d'autres. La méthodologie d'enseignement a permis à Marilène de rehausser son niveau. Le seul répétiteur que j'ai eu, c'était le répétiteur de maths. On a eu à faire des exercices, c'est passé, bon, malgré qu'il n'est pas un professeur, il est juste là pour nous aider. Bon, je crois que ça allait. En cette veille d'examen, parents et élèves misent beaucoup sur les cours de soutien. Même si la répétition reste la mère des sciences, les candidats, eux aussi, ont leur carte à jouer. Beaucoup de courage à ces candidats aux examens 2020. Nous allons à Kribi, la ville a les pieds dans l'eau. Ce n'est pas une nouvelle pour la cité balnéaire, généralement baignée par les vagues de l'océan Atlantique. Mais il s'agit cette fois-ci de graves inondations qui font des sans-abri au village Mpango, par exemple. Notre correspondant là-bas, Salvador Mbecha, est sous les pluies diluviennes. Nous le retrouvons à Kribi. Difficile ce matin pour les populations de Mpango de se rendre à Kribi. Impossible pour les citadins de rallier cette localité voisine du centre urbain. La rivière Mpembo, qui arrose cette zone urbaine, est sortie de son lit. La traversée est pénible pour tous les usagers et les dégâts énormes. Je viens de perdre mon téléphone là, avec dans le portefeuille, mon argent, la carte d'identité. Ma moto même a eu le problème parce que l'eau est entrée dans les tuyaux. L'eau est arrivée au niveau du réservoir déjà. Je suis sorti de Sokapam pour me rendre en ville. À cause de l'inondation, ça a endommagé ma moto. Je suis obligé de payer un double transport pour me retrouver au centre-ville. Plusieurs habitations ont aussi subi cette furie des eaux. Vraiment très difficile dans la nuit, la pluie qui a beaucoup tombé, toute la maison que vous voyez derrière là. Donc les gens sont vraiment passés toute la nuit dans l'eau. Selon les riverains, cette situation déplorable est récurrente pendant la grande saison des pluies. La rivière qui vient de déborder s'appelle la rivière Pembo. Oui, elle déborde certainement parce que vers l'amont, elle est rattrapée par la rivière Naboura. Et généralement, quand il pleut, nous vivons, n'est-ce pas, ce phénomène de Pembo qui traverse la rivière au niveau, n'est-ce pas, de la Côte-Côte. Les populations se retrouvent dans une grande gêne lorsque ces eaux débordent du lit de la rivière, qui n'existe même plus d'ailleurs. Actuellement,
Les regards sont tournés vers les autorités compétentes. Avec le retour des pluies, l'on redoute des inondations sur cet axe où des nids de poules rendent déjà difficile la circulation. Restons dans le sud, un peu plus loin à Ebolova. Son Excellence Athanasio Mvomo Sima Mangue recevait ce mardi l'exéquatur en tant que consul général de la République de Guinée équatoriale. Cette cérémonie, qui consacrait l'autorisation d'exercer ses fonctions chez nous, était présidée par le gouverneur Félix Ngelengele. Le reportage à Ebolova, Rose Olinga. Au nom du président de la République, à travers cette cérémonie de l'exéquatur, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, au nom du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, notifie les autorités d'Ebolova que le nouveau consul général équato-guinéen peut exercer ses fonctions dans cette circonscription. Il devra, en liaison avec les administrations locales, renforcer ses relations, les densifier et faire en sorte que, de part et d'autre de la frontière, que les populations collaborent sereinement. Avant sa nouvelle mission diplomatique, son Excellence Athanasio Mvomo Sima Mangue assurait la fonction de chef section centrale à la présidence de la République de la Guinée équatoriale. Le nouveau consul général entend bien perpétuer l'amitié qui unit les deux pays frères. Le Cameroun entretient une coopération diplomatique avec la Guinée équatoriale depuis le 27 octobre 1968. Une coopération qui s'intensifie avec la création l'année dernière d'un consulat du Cameroun à Mongomo, en plus de celui de Bata. Le consulat de la Guinée équatoriale à Ebolova, créé en 2014, consolide les échanges économiques déjà intenses entre les deux États voisins de la zone CEMAC. Lutte contre la corruption, un séminaire sur les techniques d'investigation et de dénonciation se tient depuis ce mardi. Ici à Yaoundé, la session de formation vise le renforcement des capacités des membres de l'Observatoire du développement sociétal. Il s'agit de donner à cette structure plus de crédibilité dans leur dénonciation. Philippe Roger Sama. Dans un contexte où corrupteurs, corrompus et cybercriminels multiplient les stratégies de déstructuration du tissu économique national, l'Observatoire du développement sociétal, à l'avant-garde du combat contre la corruption, monte en puissance dans la capacitation de ses membres. Au centre du présent séminaire de formation, les techniques d'investigation et de dénonciation. Question de donner de la crédibilité aux actions de l'Observatoire. Il est opportun que les membres de l'Observatoire puissent être bien outillés dans des recherches d'investigation afin de pouvoir contribuer au développement qui est prôné par le chef de l'État. Au menu des communications des experts, la législation, les stratégies et les outils d'investigation, la protection des témoins, la gestion des éléments de preuve et la rédaction des rapports. Il est question de leur donner les techniques les plus actuelles et modernes en matière d'investigation et des techniques de dénonciation en toute sécurité sur le plan numérique. Des connaissances nécessaires pour permettre à l'Observatoire d'assumer avec efficacité et efficience ses missions d'accompagnement des pouvoirs publics dans la lutte contre la corruption. Allons dans la région du Nord-Ouest où les jeunes porteurs des projets seront désormais mieux outillés pour bénéficier des financements issus du plan triennal spécial jeunes. C'est en tout cas l'objectif du séminaire qui se tient à Bamenda depuis 5 jours maintenant. Laurent Chissoukbe fait le point. Les formateurs de jeunes porteurs de projets dans la région du Nord-Ouest ont désormais pour mission d'expliquer et de sensibiliser ces derniers sur les nouvelles orientations du plan triennal spécial jeunes, lequel plan intègre de nouvelles valeurs. Beaucoup de choses sont nouvelles. Il y a les nouvelles orientations, il y a les nouvelles adaptations, il y a les nouveaux pédagogiques et il y a réellement au situationnel. À en croire les responsables du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ces nouvelles valeurs constituent la condition sine qua non pour bénéficier d'un financement. Ainsi, à l'ouverture de ces séminaires de renforcement de capacité, le secrétaire général des services du gouverneur du Nord-Ouest a tenu à exprimer toutes ses attentes. Même la lutte contre le coronavirus a besoin des valeurs morales. Et
Et puis une jeunesse désœuvrée, comprenez que c'est une jeunesse qui peut avoir de la peine à comprendre toute cette formation. Donc ce séminaire a sa place. Cette assise de 5 jours vient comme un facteur d'apaisement dans un contexte de crise où la morale est mise à rude épreuve. L'actualité dans les collectivités territoriales décentralisées, les maires des régions de l'extrême nord et du nord unissent maintenant leurs efforts pour accompagner le processus de décentralisation. Cet engagement était pris à Garoua et à Maroua au cours des assemblées générales des communes et villes unies du Cameroun pour les antennes du nord et de l'extrême nord. Voici les reportages de nos correspondants de CRTV Nord et Extrême Nord précisément. C'est une nouvelle page qui s'ouvre au sein de la représentation régionale de l'Association Communes et Villes Unies du Cameroun. Elle sera écrite par Boukar Tikiri, maire de la commune de Tokombéré, dont la liste a été choisie au cours de cette assemblée générale élective qui a duré plus de 3 heures d'horloge. Au départ, nous avons enregistré 2 candidatures, celle du président sortant, notre patriarche Abba Boukar, et celle du maire de Tokombéré, Boukar Tikiré. Mais ils se sont retirés pour s'entretenir et le père a accepté, céder la candidature au maire de Tokombéré. Élu pour 5 ans et installé, le nouveau président du bureau régional de CVUC dévoile ses priorités. Rassembler tout le monde, parler d'une seule voix, c'est ça qui est important. Cette assemblée générale a connu la présence d'une délégation conduite par Abou Aboubakar, maire de Belel et candidat au poste de la présidence nationale des communes et villes unies du Cameroun. Seul candidat en lice, Mohamed Dewa, maire de la commune de Reibouba, rempile à la tête du CVUC Nord pour un mandat de 5 ans. J'entends pour ce nouveau mandat redoubler d'efforts pour accélérer les actions de l'association, pour initier des projets, les maturer et aller à la recherche de financement. Cette assemblée générale a permis également aux maires de réitérer leur soutien à Abou Aboubakar, maire de la commune de Belel dans l'Adamawa et candidat au poste de président national du CVUC. En plus des financements, de la maturation des projets au niveau national, M. Abou nous a promis un siège. Dynamiser notre association, lui donner un nouveau souffle, s'atteler à assurer le service aux membres, donc assister les collectivités pour la mise en œuvre véritable de la décentralisation. La présence des maires venus de plusieurs régions du Cameroun à ces assises démontrait à suffisance la dynamisation et le renforcement de la solidarité intercommunale. L'installation des secrétaires généraux récemment nommés par le chef de l'État se poursuit. Ce mardi, c'est la nouvelle secrétaire générale du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui prenait fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Issa Chiroma Bakari, tandis que le professeur Maturana était installé par Madame le ministre de l'Habitat Kecha Cortés Célestine. La mouture de Marlise Noambarga Aoumou et de Christelle Fouda. Avec la nomination de Fochap et Sandem Prudence Nkong au poste de secrétaire général, c'est tout le Lébialem dans le sud-ouest qui est une fois de plus honoré. En prenant fonction, la nouvelle secrétaire générale a dit toute sa gratitude au chef de l'État et entend mener à bien toutes les tâches qui lui seront confiées. Taux de chômage, surtout chez les jeunes, et je promets d'être à l'auteur. Le ministre Issa Chiroma Bakari l'a donc invité à se mettre immédiatement au travail. Le secrétaire général, qui est la cheville ouvrière du département, doit être parfaitement au courant des attentes et s'impliquer sans réserve. Le ministère est en train de s'organiser pour que d'ici 2 à 3 ans, que nous soyons en mesure de faire recruter des millions de Camerounais. Inspecteur principal du Trésor, Forchap et Sandem Prudence Nkong, marié et mère de 7 enfants, remplace Justin Kwekam dont les qualités ont été saluées au cours de cette cérémonie. Il se susurre qu'il a le profil de la tâche. Détenteur d'un doctorat 3e cycle et d'un doctorat d'État en sciences politiques, c'est avec l'onction de Célestine Ketia Cortés que le professeur Maturana vient de prendre les rênes du secrétariat général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Monsieur le secrétaire général, de votre profil apparaissent des valeurs clés de succès à cet si important poste où vous a hissé le président de la République. Précédemment chef du département de sciences politiques à l'université de Ngaoundéré,
Il entend mériter la confiance à lui accorder par la haute hiérarchie. La tâche est lourde, mais je crois pouvoir trouver les forces et les capacités pour pouvoir assumer les tâches et combler les attentes. 55 ans révolus et natif de Nkoteng dans la Haute-Sanaga, région du centre, le professeur Mathurin Na est marié et père de 4 enfants. Des nouvelles de nos départements ministériels qui viennent mettre un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel dans l'actualité, nous retenons qu'un nouveau programme économique et budgétaire 2021-2023 est sur le chantier. Le gouvernement et le Parlement examinaient ce mardi le document à la deuxième session du débat d'orientation budgétaire. Et puis un nouveau président attendu dans moins de 2 mois maintenant à la Chambre de commerce. Ce sera au terme de l'élection des membres de l'Assemblée générale. C'était ce mardi à Douala, l'élection qui remplacera Christophe Eken, candidat à sa succession. Ce sera su dans les prochains jours donc. Un nouveau défi pour Kribi, on le voit encore en image, ces inondations qui engloutissent des habitations et les rues. Les pluies diluviennes qui se poursuivent encore dans la cité balnéaire qui a maintenant véritablement les pieds dans l'eau, en plus de l'océan Atlantique qui baigne ses berges. Le 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné sera retrouvé immédiatement après le journal, le magazine intitulé « Meuvele, la montée en puissance » et un peu plus tard dans la soirée, sur cette même antenne, Olivier Kingemoli sera avec vous depuis Douala dans le débat économique. Je vous quitte encore ce soir sur ces précieux rappels de la prudence contre le Covid-19. Prenez bien soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info.